À la une de l'actualité, d'importantes décisions prises hier au cours du Conseil des ministres, notamment l'interdiction de la vente de l'alcool en sachet en Côte d'Ivoire et puis le prix d'achat du coton qui passe désormais à 265 francs CFA le kilogramme. La synthèse du Conseil des ministres dans ce 13h. Attention au rond-point, il y a un désordre. Les automobilistes foulent au pied par moments le code de la route, le droit routier, ce qui est à l'origine de plusieurs accidents. Dans quelques instants, le constat d'Herman Niamey. Aux États-Unis, Barack Obama assure qu'il ferait en sorte que la transition avec Donald Trump soit une réussite. Le président élu est reçu ce jeudi dans le bureau ovale par le président en exercice, Barack Obama. Bonjour à tous. La vente de l'alcool en sachet est interdite en Côte d'Ivoire au niveau des législatives. La campagne est fixée du 10 au 16 décembre. Concernant le coton, le prix d'achat passe à 265 francs CFA le kilogramme. Ce sont là quelques décisions prises hier en Conseil des ministres pour le bien-être des Ivoiriens. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulin. 265 francs CFA, c'est le prix au kilogramme du coton pour la campagne 2016-2017, prix en hausse par rapport à celui de la campagne précédente. Information livrée par le Conseil des ministres ce mercredi 9 novembre 2016. C'est un appui important de 265 francs CFA par kilo. Ce prix était de 250 francs au cours de la précédente campagne. Il est aussi question, concernant toujours la filière coton, de la privatisation de la CIDT, entendez Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles. La situation financière de la CIDT reste fragile, en raison surtout de la faible production enregistrée au cours de la campagne 2015-2016. En vue donc de consolider la relance des activités de la compagnie, redynamiser corrélativement la situation générale de la filière coton, le Conseil a autorisé le comité de privatisation à engager et à mener la négociation en vue de la privatisation de la CIDT. Aussi faut-il indiquer que le problème d'emploi pour les populations reste une préoccupation du gouvernement. Le projet de décret au cours de ce conseil relatif à l'attribution d'un permis d'exploitation minière pour la bauxite à la société Lagune Exploration dans le département de Bongouanou s'inscrit dans ce cadre. Selon le porte-parole du gouvernement, cette mesure va permettre la création de plus de 240 emplois directs ainsi que plusieurs autres indirects. Le permis d'exploitation minière est délivré pour une période de 20 ans. Les investissements seront réalisés en 3 phases. La première phase, 26 milliards de francs CFA d'investissements réalisés pour 243 emplois directs et à peu près 1000 emplois indirects. La phase 2 va concerner 110 milliards de francs CFA d'investissement et permettra le recrutement supplémentaire de 500 personnes. Et la phase 3 consistera à faire des investissements compris entre 80 et 100 milliards de francs CFA. Et cela, évidemment, va générer au moins une centaine d'emplois supplémentaires. Le Conseil a aussi donné de la voix s'agissant de la lutte contre des produits de contrebande, d'où la mesure d'interdiction d'alcool, objet d'offres gratuites, ainsi que des liqueurs et autres boissons en sachet plastique. Le Conseil a décidé d'interdire la production, l'importation, la commercialisation, la détention, l'offre à titre gratuit d'alcool, d'eau de vie, de liqueurs et autres boissons spiritueuses en sachet plastique ou en berlingot. Donc ces produits qui, pour la plupart, entrent sur le territoire national de façon frauduleuse, notamment par la contrebande, pour l'essentiel ne respectent pas les normes de dosage prescrites et constituent ainsi une réelle menace pour la santé des consommateurs et une menace également pour l'économie nationale puisque tout cela rentre en contrebande. Et tenant compte des nombreuses activités du président de la République, Alassane Ouattara, à l'étranger dans les jours qui viennent, le Conseil se donne la date du 30 novembre 2016 pour sa prochaine réunion. Après le palais, direction le tribunal militaire d'Abidjan où 5 agents de police ont été condamnés pour délit de racket. Ils ont été condamnés à 3 et 12 mois de prison ferme assortis d'une amende. Abou Sanogo.
Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit son combat contre le racket sur tous les fronts, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et chaque jour, des agents de l'unité de lutte contre le racket partent à la recherche de policiers, gendarmes et militaires qui s'adonnent à cette pratique. Des contrôles sont donc effectués soit sur ordre du commissaire du gouvernement, soit sur plainte, soit sur leur propre initiative. Tous les mois, le parquet du commissaire du gouvernement ne reçoit pas moins de 50 plaintes et procès-verbaux. Ainsi, pour ce mois, 5 fonctionnaires de police ont été jugés, reconnus coupables des faits de racket, corruption de fonctionnaires et tentative de racket. 3 sergents ont été condamnés à 3 mois de prison ferme, assortis d'une amende de 100 000 francs CFA, et 2 à 12 mois de détention avec 50 000 francs d'amende. Pour le procureur militaire, le colonel Ange Kessikwami, ce genre de procès se tiendront jusqu'à ce que le dernier agent de force de l'ordre qui s'adonne à cette pratique quitte les carrefours, barrages et corridors. Tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces armées, tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces républicaines, de la gendarmerie et de la police, nous ne nous fatiguerons pas à les traquer, à les conduire devant le tribunal militaire et les juger. Le prochain procès contre le racket aura lieu le 20 décembre prochain. Des initiatives se multiplient donc sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité adoptée depuis 2012. Le Conseil national de sécurité, avec l'appui financier et technique du PNUD, organise des ateliers dans 4 régions du pays, des rencontres qui regroupent la gendarmerie, les eaux et forêts, les douanes ivoiriennes, les gardes pénitentiaires et les populations civiles. Ces ateliers visent à consolider le lien armée-nation pour établir la confiance entre les forces de sécurité et la population. Soro Corona et Kwadjo Kwame. Rétablir et consolider le lien armée-nation et rétablir la confiance entre les forces de sécurité et la population. Tel est le contenu de la 13e amélioration de la réforme du secteur de la sécurité adoptée en septembre 2012. Des réformes qui doivent mettre fin au non-respect des forces de sécurité par les populations civiles et aux abus d'autorité, à l'intolérance des corps habillés à l'égard des civils. Il était donc important que nous puissions donc créer un cadre de dialogue de sorte à ce que les forces de défense et les populations puissent s'asseoir ensemble, parler, discuter, comprendre comment chacun fonctionne et donc regarder dans la même direction pour donc améliorer la sécurité. Pour atteindre cet objectif, le Conseil national de sécurité et le PNUD mutualisent leurs efforts. Des ateliers socio-sécuritaires sont initiés dans 4 régions du pays. Gendarmes, agents des eaux et forêts, douaniers, gardes pénitentiaires et populations civiles autour d'une même table. Il s'agit d'identifier les sources de méfiance entre les jeunes et les forces de sécurité et mettre en place un comité mixte de prévention et de transformation de cette méfiance en dialogue permanent. Depuis 2012, grâce aux efforts du gouvernement et ses partenaires, les relations armée-nation se sont améliorées. Le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, a pour mission de rétablir la cohésion sociale, l'état des droits en renforçant la légitimité des institutions et créer les conditions d'un développement harmonieux. Et dans la même veine, le site web de l'Inspection générale des services de police est désormais opérationnel. Il vient briser les barrières et les distances entre la police nationale et les populations qui pourront s'enquérir en temps réel des suites données à leur requête et recevoir toutes les informations utiles. Abou Sanogo. www.igsp.ci. C'est le site de l'Inspection générale des services de police désormais opérationnel. C'est un projet d'interconnexion qui se situe dans la droite ligne du projet présidentiel. Un citoyen, un ordinateur, une connexion. Il se veut également interactif et propose surtout d'offrir une plateforme d'échange aussi bien avec la population qu'avec les acteurs de la police nationale. Le policier sachant que quel que soit le lieu où il va être et qu'il va poser un acte, ce temps sera porté à la connaissance de l'inspection. Nous pensons normalement que chacun de nous devrait bien se comporter. Ce site est d'abord un outil du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans sa vocation de construire une police performante et républicaine. Les policiers doivent savoir
qu'à partir de maintenant, un citoyen qui a Odjene, qui a Bengourou, peut saisir par le net l'inspection. C'est un outil pour assurer la transparence du fonctionnement des services de police et pour permettre d'appliquer le principe de la redevabilité, parce que chaque policier doit être prêt à assumer les conséquences de ses actes. L'inspection générale des services de police a pour mission, entre autres, d'assurer le contrôle du fonctionnement normal et régulier des services de la police nationale, d'assister et d'encadrer les chefs de service, de recevoir les plaintes et les dénonciations formulées à l'encontre des fonctionnaires de police et de mettre en œuvre toutes mesures de lutte contre les fautes affectant l'image de la police nationale. 13h11, si vous êtes à un rond-point, faites très attention. Il y a trop de désordre à ce niveau. Les automobilistes foulent au pied par moment le code de la route, le droit routier. En plus des embouteillages, il y a aussi l'indiscipline des chauffeurs aux différents ronds-points. Conséquence, des accidents au grand carrefour se multiplient. Emmanuel Niamier a sillonné pour vous des ronds-points, son constat. Rond-point du nouveau Kandakwedo dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 9 heures et l'endroit grouille de véhicules. Tous les automobilistes sont pressés et en ce moment précis, tous foulent au pied les règles élémentaires de la conduite. Malgré la présence des panneaux qui indiquent clairement céder le passage, on conduit comme on veut. Aucune place n'est faite aux véhicules prioritaires. Les gens forcent le passage, alors que les panneaux nous parlent. Le panneau vous dit ceux qui viennent de là, les panneaux, ceux qui viennent de votre gauche, vous laissez le passage. Le non-respect des priorités au rond-point, le constat est partout pareil à Abidjan. Ici, au rond-point de la Riviera Golf, tout comme celui de la Riviera 4, des accidents sont régulièrement enregistrés. Pourtant, tous les automobilistes qui sont passés par une auto-école, ou du moins qui ont bien suivi le cours, savent que c'est ainsi qu'il faut conduire. Giratoire annoncé, je ralentis. Pour prendre la première sortie, clignotant droit, file de droite. Je laisse passer la voiture bleue, je sors à droite. Pour prendre la deuxième sortie, file de droite, mais pas de clignotant. Je laisse passer la voiture bleue, clignotant droit pour indiquer ma sortie juste avant celle-ci. Je prendrai la troisième sortie. Clignotant gauche, file de gauche, je laisse passer la voiture bleue. Je reste sur la file de gauche, puis clignotant droit pour avertir que je rejoins la file de droite pour prendre la prochaine sortie. Un rond-point ou carrefour à sens giratoire est signalé par un panneau spécifique. À l'approche d'un carrefour à sens giratoire, on freine, on rétrograde, on contrôle en gardant le pied sur le frein et on prend la décision de s'engager 3 à 4 mètres avant le rond-point. Comme tout ouvrage formant un obstacle, le rond-point doit être contourné par la droite. Et pour coller à cette actualité, le dimanche, votre magazine portera sur le permis à point. Le nouveau visage du bloc ministériel, il a été entièrement réhabilité. Coût des travaux, 7 milliards de francs CFA, une opération financée par la République populaire de Chine. Georges Ibrahim Tonkara et Michel Digré pour plus de détails. Bloc ministériel à Abidjan Plateau, tout ou presque a été renouvelé. Les bureaux, les murs, les tapis, les carreaux, le réseau électrique et informatique, bref, le bâtiment a été soumis à une véritable cure de jouvence de décembre 2011 à décembre 2015. Coût des travaux, 7 milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabritoakeus, peut donc avoir le sourire aux lèvres en prenant possession de la clé du bloc ministériel réhabilité par la Chine. Le chef de la diplomatie ivoirienne a exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'endroit de Pékin. Ce bâtiment qui abrite les services du ministère des Affaires étrangères a été entièrement réhabilité, offrant ainsi un cadre de vie et de travail plus agréable au personnel. Ces engagements attestent fort bien de la confiance des autorités chinoises à la politique de reconstruction du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui ambitionne de hisser notre pays au rang des pays émergents à l'horizon 2020. La Chine est et demeure pour la Côte d'Ivoire un partenaire de choix avec lequel nous entendons élever le niveau de notre coopération bilatérale dans tous les domaines pour porter au diapason les énormes potentialités dont les deux pays regorgent.
La Chine a également fait un don au ministère des Affaires étrangères de 13 véhicules, dont 2 4x4 et un car de 50 places, le tout estimé à 400 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout. L'ambassadeur de Chine a annoncé l'engagement de son pays dans le projet de construction d'un stade olympique de 60 000 places à Ebempe et d'une école d'excellence. Dans le domaine de la communication, cette remise de récompense au 2e et 3e meilleur communicateur et publicitaire de Côte d'Ivoire, le chef de service régional de la RTI, notre consoeur Thérèse Tapeyoboué et Cheikh Ivan ont reçu des prix d'excellence. Le point avec Franck Wadio. Après Oumou Barissana, directrice de l'AIP, Kader Diré, publicitaire, a récompensé le 6 août dernier par le chef de l'État lors de la célébration nationale de l'excellence. Honneur est fait aujourd'hui au 2e et 3e prix des meilleurs communicateurs et publicitaires de l'année 2016. Arrivent donc respectivement Cheikh Ivan et Thérèse Tapeyoboué pour les communicateurs et Antoine Forzi et Koulibaly Mahama pour les publicitaires. Ils reçoivent de la part de la tutelle des numéraires, des trophées et des diplômes d'honneur. La connaissance du ministère de tutelle, évidemment, suscite en moi une satisfaction personnelle. Le chef de l'État a dit que chaque citoyen, à quelque niveau qu'il soit, quand il contribue au développement de son pays, il a droit à des félicitations, à des encouragements. Donc c'est ce prix qui me récompense aujourd'hui. C'est une très bonne opportunité qui est donnée aux professionnels de l'affichage publicitaire pour nous encourager. Les publicitaires justement introduits cette année dans cette dynamique de l'excellence. Il s'agit d'inciter au savoir-faire tous les corps de métier rattachés à la communication, une volonté exprimée au plus haut niveau de l'État. La célébration depuis 2013 de toutes celles et de tous ceux qui excellent dans leur domaine d'activité a pour objet de nous amener chacun et chacune à contribuer de façon exceptionnelle à l'édification de la nation ivoirienne. Ce faisant, elle vise à matérialiser la volonté politique affichée par le président de la République, qui est donc d'ancrer à jamais le concept de l'excellence dans l'esprit de nos concitoyens. Célébrer l'excellence, mais surtout l'innovation managériale, l'agence ivoirienne de presse AIP Prix d'excellence 2016 en communication en est l'illustration. D'autres actions donc à venir. Le ministère de la Communication procédera bientôt à la décoration des 40 meilleurs acteurs du secteur. Voilà, félicitations à Thérèse Tapeyoboué de la RTI et Cheikh Ivan de la Radio Nostalgie. Les enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, promus au CAMES, viennent d'être aussi honorés. Cette cérémonie initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à promouvoir l'excellence au sein des universités. Reportage Emma Niamien. Ils sont 256 enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils ont été promus au rang de maîtres de conférences agrégés pour certains et professeurs titulaires pour d'autres. Inscrits sur les listes du CAMES pour les années 2012, 2013 et 2014, cette cérémonie à leur honneur vise à les célébrer et aussi à promouvoir l'excellence au sein des universités publiques de Côte d'Ivoire. Mes chers collègues, vous venez d'effectuer pour les maîtres de conférences une partie du parcours initiatique qui conduit dans le bois sacré du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-agir. Quant aux professeurs titulaires des universités, vous venez de gravir la dernière marche de ce parcours initiatique. Compte tenu du caractère éminemment complexe du parcours que vous venez de réaliser, il est tout à fait normal que votre institution et la nation marquent une pause pour vous rendre hommage. Vous méritez donc cette grande célébration. La porte-parole des promus a traduit sa reconnaissance aux initiateurs de cette cérémonie pour cette marque d'attention. Elle voit en cette distinction une motivation à mieux faire. Nous voulons, devant vous, prendre l'engagement de participer avec nos recherches à la transformation, au développement et à l'épanouissement de la société ivoirienne. Les enseignants promus au CAMES sont issus de 12 unités de formation et de recherche UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À Daloa, 160 fonctionnaires et agents de l'État ont bénéficié d'une formation en vue de mieux utiliser l'outil informatique. Formation initiée par la SNDI, cérémonie de remise d'attestation avec Chantal et Ouma Akanda.
160 fonctionnaires et agents de l'État de Daloa ont désormais des techniques avérées pour utiliser aisément leurs outils informatiques. Ils ont pu acquérir des notions nécessaires au cours d'une formation initiée par la Société nationale de développement informatique, SNDI. À ce jour, ce sont plus de 10 500 fonctionnaires et agents de l'État, plus de 160 de ces séminaires-ci, qui ont été formés par le centre de formation SNDI. Au terme de la formation, des attestations de participation ont été remises aux bénéficiaires. Nous sommes dans un monde où nous parlons de plus en plus de numérique et tout se fait sur cette base. Ne pas avoir de connaissances en la matière risque de nous faire sombrer dans l'ignorance totale, puisque c'est un outil qui permet d'être efficient, efficace dans le traitement de l'information. Nous avions certes des rudiments en informatique, mais nous n'étions pas complets. Aujourd'hui, au thème de la formation, nous sommes satisfaits parce que la formation nous a permis effectivement de combler certaines petites lacunes que nous avions au niveau de l'informatique. Depuis le 19 septembre 2012, la SNDI a multiplié des formations à l'usage des outils informatiques à l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État sur tout le territoire national. Le département de Daloa vient clôturer cette série de formations. De Daloa, destination Sassandra, où le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique a inauguré l'école maternelle du village de Bassa, baptisée en son nom. Un hommage a été rendu à Sidi Touré par la région du Boclé pour ses efforts en faveur de la promotion de la jeunesse. Inès Valère et Éric Goré. Le ministre Sidi Touré, en compagnie des tout-petits de l'école maternelle qui porte son nom dans le village de Bassa, sous-préfecture de Sassandra. Cette école maternelle a été construite par le conseil régional. Elle est baptisée École maternelle Sidi Touré, une façon pour le conseil régional du Boclé de lui rendre hommage pour ses projets en faveur de la jeunesse. À travers cette action, Philippe Légris veut montrer sa reconnaissance, car ce sont plus de 1000 jeunes qui ont pu être insérés dans différents projets du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique. Entre autres, le projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, et aussi le projet Emploi Jeune, développement des compétences. Par ailleurs, le centre de resocialisation et de la formation professionnelle de la jeunesse a été réhabilité par le ministre Sidi Touré dans le village de Guétipo. Avant de quitter la région du Boclé, une somme de 500 000 francs CFA et une cinquantaine de kits scolaires ont été offertes par l'hôte du jour. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a organisé une causerie débat avec la représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine et les leaders des communautés membres de l'Union africaine. Cet échange vise à amener la jeunesse africaine à participer activement à la construction du continent et à s'approprier l'agenda 2063 qui est la feuille de route de l'Union africaine. Reportage Davis Oyo et Franck Wadian. Ils ne veulent pas rester en marge de l'intégration africaine et de la prise de conscience sur les questions touchant la jeunesse en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire, une institution apolitique et citoyenne. Ils célèbrent la journée africaine de la jeunesse. Il est pour coutume pour le Parlement des jeunes, en tant qu'organisation œuvrant pour les droits et devoirs de la jeunesse, engager une conférence débat avec la Commission de l'Union africaine. D'abord, c'est de pouvoir s'imprégner déjà sur l'agenda 2063. Une journée qui a le soutien de l'une des plus jeunes députées de Côte d'Ivoire. Yasmina Wenye invite les jeunes à se prendre en main et à participer activement à la construction de la nation. Pour la représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine, l'agenda 2063, feuille de route proposée par l'UA, a été conçu pour la jeunesse, considérée comme l'avenir. Dans 50 ans, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui feront de l'Afrique le grand et beau continent que nous espérons, le grand et beau continent que recherchent tous les Africains, un continent épris de paix. Rappelons que cette journée est à sa 10e édition. Chaque 1er novembre est décrété par la Commission de l'Union africaine comme journée africaine de la jeunesse.
Et dans la région du Kabadougou, cette cérémonie de remise de foyers polyvalents aux jeunes et aux femmes, un moulin avec Thérèse Tapé, Yoboué. Bonga et Sérédéni 2 sont des localités du département de Séguélon, région du Kabadougou. Les populations de ces deux localités viennent de recevoir du conseil régional un foyer polyvalent pour les jeunes de Bonga et un moulin pour les femmes de Sérédéni 2. Coût de ces dons, 18 millions de francs CFA. Pour Koné Souleymane, président du conseil régional du Kabadougou, ce foyer polyvalent doit servir de cadre d'instruction et de formation des jeunes de la sous-préfecture de Bonga. À Sérédéni 2, après la réception du moulin, le chef et la présidente des femmes du village ont exprimé leur gratitude au donateur qui a déjà offert 6 moulins aux femmes du département. Des doléances ont été présentées au président du conseil régional dans ces deux localités, notamment la construction d'un pont entre Bonga et Karabiri, de l'achèvement des travaux du collège et de la résidence du sous-préfet de Bonga, la réhabilitation et l'affectation d'enseignants dans les écoles primaires de Sérédéni 2. Koné Souleymane a promis de soumettre toutes ces doléances aux conseillers pour avis. Le réseau des organisations féminines du département de Béoumi installé une initiative du Centre de recherche et d'action pour la paix. On fait le point avec Soro Corona et Kwadi Kwame. Faciliter l'accès à l'information, à la connaissance des opportunités d'appui technique et financier pour les associations féminines du département de Béoumi. Tel est l'objectif principal du ROFEB, Réseau des organisations féminines de Béoumi. C'est une initiative du CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix, dans le cadre de son projet participation de la femme dans la gouvernance locale pour le renforcement de la cohésion sociale à Béoumi. Les femmes ne sont pas associées totalement à ce développement-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas assez représentées dans les instances de prise de décision. C'est pour ça que nous avons implémenté ce projet-là en vue de sensibiliser les femmes à une prise de conscience. Le réseau des organisations féminines de Béoumi doit regrouper tous les groupements, associations et ONG de femmes du département. Une structure qui va permettre aux femmes de cette localité de prendre leur place dans les instances de décision et lutter contre la pauvreté. Pour conduire cette jeune organisation, c'est auprès Yolande Patricia qui a été élue par ses pairs. Plusieurs défis restent à relever pour la participation effective des femmes dans le développement de Béoumi. C'est d'amener toutes les femmes de Béoumi à vivre dans la cohésion sociale. C'est de les amener à vivre dans la paix. Parce que c'est à travers la femme que la Côte d'Ivoire peut retrouver sa paix tant recherchée. Le réseau des organisations féminines de Béoumi regroupe plus de 60 mouvements féminins du département. En image, hors de nos frontières, Donald Trump, nouveau président des États-Unis depuis hier. Le président en exercice, Barack Obama, a affirmé hier que l'Amérique souhaitait son succès. Barack Obama a déclaré être encouragé par les premiers propos de son successeur. Ce jeudi, le président élu est reçu par Barack Obama au bureau ovale. Donald Trump a un vice-président. Nous allons faire maintenant sa connaissance. Qui est Mike Pence, le futur vice-président des États-Unis? Des éléments de réponse avec Michel Digri. Sourire discret, chevelure blanche, Mike Pence, nouveau vice-président américain, se décrit lui-même comme un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre. Gouverneur depuis 2013 de l'Indiana, État du nord des États-Unis, il s'est illustré comme un défenseur des valeurs familiales traditionnelles, menant la lutte contre l'avortement et le mariage pour tous. Lorsque Donald Trump ouvrira la porte de la Maison-Blanche, son vice-président lui apportera certainement sa précieuse expérience en politique. Avocat de formation, il connaît bien les arcanes de Washington et y est apprécié des républicains après avoir été membre de la Chambre des représentants de 2001 à 2013. L'Amérique a élu son président. Il est difficile d'exprimer l'honneur que je ressens d'avoir le privilège de servir comme vice-président, a déclaré Mike Pence quelques instants après l'annonce de la victoire de Donald Trump.
Dans l'actualité sportive, pour terminer la deuxième journée de la phase de groupe qui donnera accès au Mondial 2018 commence plutôt demain vendredi 11 novembre avec la rencontre entre la Libye et la Tunisie qui va se dérouler en Algérie. La rencontre du groupe C va opposer le Maroc et la Côte d'Ivoire à Marrakech. Rappelons que lors de la première journée, les Ivoiriens ont gagné face au Mali. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain.